Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur stratégiste. J'ai grandi avant l'ère d'Internet et aujourd'hui, je suis fascinée par la fabrique de l'information, le marketing et la technologie. J'ai créé Influence Corner pour échanger avec des communicants, marketeurs et créateurs de contenu qui incarnent les marques. Les réseaux sociaux et l'influence jouent un rôle clé pour les marques. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages inspirants et des stratégies d'influence authentiques. Mon objectif, vous dévoiler des techniques éprouvées pour établir une stratégie d'influence authentique et créative en phase avec les évolutions de notre société. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose des recommandations stratégiques et personnalisées dédiées à l'influence pour vous aider à établir votre propre stratégie d'influence. Que vous souhaitiez internaliser l'influence ou bénéficier de l'expertise d'une professionnelle sans passer par une grande agence, j'ai des solutions pour vous. Avant de vous laisser écouter l'épisode de la semaine, partagez les épisodes que vous avez aimés autour de vous et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour soutenir Influence Corner. Et enfin, abonnez-vous à notre newsletter de carnet de bord de l'influence sur Substack pour ne rien rater. Bonne écoute et à très bientôt sur Influence Corner. Comment rendre sa marque désirable ? C'est le sujet que j'ai lancé à Alice et Victoire, le duo de communicantes en charge des RP et de l'influence chez Bobo Chic, la start-up qui a révolutionné l'achat de meubles en ligne. L'influence a été un levier très important dès le début de la marque, alors j'ai voulu en savoir plus sur les ingrédients pour rendre sa marque désirable auprès des influenceurs, le rôle des pop-up stores dans la stratégie d'influence et le challenge pour bien reconnaître et identifier la marque sur les contenus quand elle n'est pas directement visible sur les produits. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aide énormément pour le référencement. Bonne écoute! Bonjour Victoire. Bonjour Myriam. Salut Alice. Salut Myriam. Je suis très heureuse de vous recevoir les filles. Vous représentez la marque Bobo Chic. Oui. Première marque de déco que je reçois sur le podcast. Donc c'est un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous. En plus à deux, c'est toujours plus sympa d'avoir les équipes influence pour parler de la stratégie que vous avez implémentée, de votre vision. Mais avant tout, j'aimerais qu'on commence, s'il vous plaît, par en savoir un peu plus sur vous, sur vos expériences, votre parcours, votre histoire. On commence par toi, Victoire. Allez, déjà merci beaucoup de nous accueillir. Donc moi c'est Victoire, je travaille chez Bobo Chic depuis 4 ans maintenant. J'ai fait des études de communication, j'adore la communication depuis toujours. Et à la base j'étais attachée de presse. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études chez Bobo Chic en tant qu'attachée de presse. Mm-hmm. Et en fait rapidement, comme c'était une toute petite structure quand je suis arrivée, la boîte s'est agrandi et donc mes missions se sont un petit peu diversifiées. Et aujourd'hui, je suis donc responsable communication pour Bobo Chic. Donc je m'occupe de toutes les parties influence, presse, événementiel, partenariat et stratégie de communication. Rien que ça. Voilà, c'est des belles journées qu'on passe chez Bobo Chic. Et non, j'adore mon travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais l'influence, c'est en effet une grande partie maintenant de nos missions. Et voilà mon parcours. Et juste avant, qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver chez Bobo Chic ? J'étais étudiante, du coup. À l'école premier job, donc. C'est mon premier job, ouais. Donc, j'ai fait des stages dans des bureaux de presse. Et en fait, effectivement, c'était mon stage de fin d'études. Donc, je suis arrivée en tant que stagiaire attachée de presse. J'ai jamais fait de presse en stage parce qu'il y avait des milliards d'autres choses à faire dans cette petite start-up. Et du coup, j'ai vraiment évolué avec la boîte pendant 4 ans. Et c'est donc mon premier emploi. Trop bien. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que j'y suis, ouais. Trop bien. Et de ton côté, Alice, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Du coup, donc moi j'ai un peu le même parcours que Victoire. J'ai fait des études de communication, donc un bachelor et un master en alternance. Et pareil, en fait, j'ai rejoint donc Bobo Chic il y a 9 mois en tant qu'attachée de presse de base. Et donc mes missions se sont diversifiées parce que du coup j'ai repris l'influence. Et comme en fait l'influence, comme l'a dit Victoire, occupe une grande place dans notre BU, c'est vrai que du coup je me consacre maintenant essentiellement à l'influence. Et c'est pareil, mon premier emploi. J'étais en alternance avant dans une mutuelle. Et voilà, je suis ravie d'être chez Bobo Chic car c'est vrai que nos journées ne se ressemblent pas. Nos missions sont diverses et variées et c'est génial parce qu'on s'éclate et on le fait dans la bonne humeur et voilà. Donc Bobo Chic a cette capacité à garder ses talents et de trouver des pépites finalement pour rester aussi longtemps dans une même boîte.
En fait, ce qui me fait rester, moi, c'est vraiment l'évolution de mes missions, parce que du coup, j'ai eu ce côté presse au début. Ensuite, j'ai vraiment pu voir toutes les parties d'une start-up. J'ai pu voir la partie commerce, la partie UX, même la partie vente avec les boutiques. Il y a vraiment eu un aspect un peu 360 dans mon travail que j'ai toujours aimé. Et depuis janvier dernier, donc, je suis passée responsable communication, où là, vraiment, je me cantonne à cette partie communication pure. Et c'est un petit peu un renouveau aussi. En fait, c'est toujours un peu un renouveau. J'ai pas l'impression d'avoir eu le même travail depuis 4 ans. J'ai eu plutôt 150 travails. Et c'est ça qui est assez chouette, je trouve, dans les petites entreprises, c'est qu'on peut voir un peu de tout et c'est hyper enrichissant, quoi. Ouais, et en plus, c'est super intéressant ce que tu dis sur le fait d'être passé par plusieurs missions avant d'arriver sur ce poste de responsable communication. Ouais. Parce que finalement, tu comprends un peu les tenants et aboutissants de la marque. Et tu sais, j'imagine que par exemple, ton expérience UX t'a permis de comprendre à quel point c'était super important d'avoir un site qui soit hyper user-friendly et donc de l'intégrer aussi dans peut-être tes communications aujourd'hui, dans la manière dont tu présentes Bobo Chic. Carrément. Et puis en fait, la communication, même si dans l'équipe on est 3, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il y a Alice qui travaille sur la partie presse influence et on est accompagné de Camille aussi, qui est plus sur la partie collaboration et partenariat. 3 en communication pour une boîte comme Bobo Chic, ouais. C'est pas beaucoup, mais mine de rien, même si on gère les sujets dont je parlais précédemment, on travaille avec toutes les personnes de l'entreprise, parce que l'influence, la communication, les partenariats, on a besoin de tout le monde. Et donc c'est ça qui est chouette, c'est que ça nous permet de voir des corps de métier vraiment très différents, les problématiques, les problèmes, les solutions aussi, parce qu'il y en a certaines fois. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que on voit vraiment de tout, et c'est pas un métier où on est fermé. Justement, ça nous permet de parler avec tout le monde et d'apprendre tous les jours, en fait. Oui, en plus, je pense que c'est bien aussi que toutes les parties, toutes les personnes dans une entreprise comprennent aussi les avantages et les inconvénients de l'influence et comment on en fait pour pouvoir apporter le maximum de valeur aux partenariats que vous mettez en place. Tout à fait, parce que l'influence, ce n'est pas que contacter des gens sur Instagram et faire des deals. Alice, elle doit avoir beaucoup de connaissances en termes de juridique, parce qu'il y a du contrat, et en termes de logistique, parce qu'on vend des meubles, donc c'est des gros produits. Donc il faut vraiment avoir des connaissances sur toute la partie, en fait, sur tous les corps de métier de l'entreprise, parce que ça reste c'est pas une vente, mais ça reste des clients finalement, et il faut savoir bien vendre son produit, quoi. Ouais. Et justement, si vous deviez présenter Bobo Chic, comment vous présenterez cette entreprise qui est assez connue aujourd'hui, qui est essentiellement, si je dis pas de bêtises, qui a commencé sur Internet. Oui, tout à fait. Donc ça doit pas être hyper facile au début de vendre des meubles sur Internet. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la genèse et l'histoire de Bobo Chic ? Bobo Chic, ça a 8 ans. Ça a été créé par Sébastien et Emmanuel Mendes, qui sont 2 copains qui se sont rencontrés chez Rue du Commerce à l'époque. Et ils se sont dit un jour que ils voulaient créer leur boîte. Ils sont partis avec pas beaucoup de capital, en indépendance, et ils ont monté Bobo Chic. C'est effectivement des meubles qui sont vendus en ligne. C'est pas facile, surtout il y a 8 ans où en fait c'était pas du tout démocratisé d'acheter des canapés en ligne, mais ils se sont battus. Franchement, c'est une belle histoire Bobo Chic, parce que c'est des 2 personnes qui croyaient fort en leurs rêves, et aujourd'hui c'est vrai que, comme tu disais, c'est assez connu Bobo Chic, donc on est super contents. C'est quand même une success story dont on voit pas tous les jours, je pense, en France. Et si je devais raconter l'histoire de la marque, je pense que c'est surtout grâce, entre gros guillemets, au Covid. Moi, je suis arrivée juste après le Covid chez Bobo Chic, et en fait, c'est là où ils ont su bien communiquer, je pense, parce que tous les magasins de meubles étaient fermés. Alors même si l'entreprise existait déjà avant, mais je pense que c'est là où il y a vraiment eu le tournant pour Bobo Chic, où en fait ils se sont servis des outils de communication, notamment Instagram, comme tu disais, pour communiquer et pour se montrer et pour dire coucou, on est là, nous on peut vous livrer chez vous. Et c'est là où en fait on a eu un bouleversement, parce que après les gens ils se sont dit ok, c'est possible d'acheter un meuble en ligne, et en fait c'est aussi qualitatif que si je vais en magasin. Et on a aussi développé une image de marque qui est vraiment très particulière, parce qu'on a une image assez moderne, dynamique, un peu barrée. C'est des fondateurs, ils adorent la communication, ils adorent rigoler, et ils aiment qu'on fasse des choses très atypiques. On n'a pas une image très lisse, très familiale, très conviviale, c'est plus artistique, mode, etc. Et je pense que c'est ce qui nous différencie aujourd'hui. On tient à garder ce truc-là où on s'accorde de pouvoir faire ce qu'on veut tant
tant qu'on y croit, ça marche. Ouais, et finalement, en fait, Bobo Chic avait une avance sur peut-être d'autres acteurs parce que vous aviez cette appétence pour le digital, vous livriez, enfin, il y avait pas mal de connaissances en termes logistiques, j'imagine, qui a facilité les choses pendant la période de la pandémie. Ouais. Et comme tu le dis, sur la communication, c'est aussi intéressant parce que vis-à-vis de cette vision, finalement, des fondateurs sur la communication, j'imagine en plus que quand tu es une marque qui se vend uniquement sur Internet, tu as besoin de personnifier un peu et d'avoir un ton qui attire, qui soit un peu différenciant finalement pour pallier un peu à cette interface où c'est juste un site web, ça peut paraître froid, de réchauffer finalement cette relation avec les clients. Carrément. Et puis je pense que aussi la grande force de Bobo Chic, c'est la transparence, où vraiment on essaie d'être aussi transparent du coup avec nos clients, que ce soit sur nos contenus sur les réseaux sociaux, dans notre approche avec le client. C'est vrai que c'est, encore une fois, un canapé, c'est pas facile d'acheter sur Internet, c'est un gros budget. Et à travers un écran, on se rend pas compte du tissu, de la matière, du confort. Et même si aujourd'hui on a développé des magasins éphémères, on essaie d'en avoir, on en a eu toute l'année là, on en a un actuellement à Paris, où vraiment les gens peuvent venir tester. Ça reste à Paris. Celui qui habite à Marseille, il peut pas tester nos produits. Du coup, il doit se rendre compte qu'il y a vraiment des gens qui travaillent cette marque, que c'est pas une marque fantôme, que nous on fait tout pour que son expérience elle soit le mieux possible. Et ça passe par chaque personne qui travaille chez Bobo Chic, et c'est hyper important. Et c'est pour ça aussi que le site est autant développé en fait, parce que ça permet aussi de se rendre compte, que ça soit via des vidéos, des tutoriels, etc., et aussi les contenus réseaux sociaux où ça permet en fait aux personnes de se projeter plus facilement que juste avec une photo où tu vois il y a des sites un peu plus froids et moins dynamiques. Et finalement sur les leviers dont vous parliez tout à l'heure, comment vous les avez travaillés au départ, quand tu es arrivé par exemple, qu'est-ce qu'il fallait faire, à quel problème il fallait répondre et trouver des solutions, et qu'est-ce que vous avez pu apporter finalement au fil des années, comment vous avez amélioré les choses? Au début, le plus dur, c'était, je pense, c'est un grand mot, mais de convaincre les gens que Bobo Chic, c'était une marque en laquelle ils pouvaient avoir confiance. Et Sébastien, il a été assez avant-gardiste sur la vidéo, sur les sites internet. C'était l'un des premiers à mettre une vidéo en homepage, d'avoir un site vraiment, presque un site de mode, quoi. Et en fait, les gens, ils allaient sur Bobo Chic comme s'ils allaient sur Zara, etc. En fait, c'était la même expérience. Et je pense que ça, les gens, ils avaient jamais eu l'habitude de voir un site comme ça. Et en fait, je pense que ça les rassure. Une vidéo, c'est beaucoup plus parlant qu'une image. Et en fait, du coup, on a développé de la vidéo sur toutes les fiches produits. Donc, chaque canapé, sur toutes les fiches produits, il y a une vidéo où on montre comment le canapé, s'il a une fonctionnalité particulière, comment est le toucher. Alors bien sûr, ça ne sera jamais aussi vrai que dans un magasin, mais on veut s'approcher le plus près possible d'une expérience réelle. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que l'expérience est qualitative chez Bobo Chic. Alors bien sûr, ça a vite été copié, etc. Et on a vu beaucoup d'acteurs reprendre un peu les codes qu'on avait, mais il ne faut pas oublier de dire que, en tout cas en meuble, on a été l'un des premiers à faire ça. Et dans cette dynamique de toujours créer du contenu, j'imagine que c'est quand même une grosse partie finalement de cette offre que vous proposez. Comment c'est réalisé? Est-ce que c'est en interne? Est-ce que vous faites appel à justement des influenceurs pour créer des contenus? De l'UGC peut-être aussi? Ah oui, donc il y a plusieurs leviers pour mettre en avant nos produits et que les personnes se rendent le plus compte possible, notamment du coup donc avec les réseaux sociaux qui sont gérés donc en interne. Il y a une équipe dédiée aux réseaux sociaux qui ne chôme pas parce que ils en font beaucoup et ils font un travail très qualitatif, et également évidemment via le levier de l'influence où c'est là où encore une fois où les deux fondateurs ont été smart en fait, tout simplement de comprendre à cette époque à quel point l'influence pouvait être un levier important et nécessaire pour cette marque. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous on développe au maximum l'influence, et ces dernières années elle se développe de plus en plus, parce que via ce biais-là des personnes en fait qui sont réelles et qui présentent vraiment les produits, on arrive à montrer aux gens le panel de nos produits, etc. Finalement, en fait, quand vous avez pensé à ce levier d'influence, comment il s'est intégré dans tout ce que vous faisiez déjà? Parce qu'il y avait déjà du contenu sur les réseaux, sur le site internet. Qu'est-ce que vous apportez l'influence, et qu'est-ce que vous êtes allé chercher aussi à travers l'influence? Au début, l'influence, c'était vraiment pour se faire connaître.
parce que l'influence, ça reste une sorte de média en fait, où des personnes qui ont une certaine communauté peuvent partager les marques qu'ils aiment pas, les marques en lesquelles ils ont confiance. Donc du coup, vraiment, au début, l'objectif, c'était d'être partout et qu'on parle de nous. Et après, au fur et à mesure, aujourd'hui en tout cas, je pense, et Alice pourra rajouter après si elle veut. Enfin, si elle veut rajouter quelque chose. Aujourd'hui, je pense que l'influence, c'est super important pour nous parce que le fait qu'on soit une marque de meubles, les influenceurs, bien sûr, il y a cette histoire de collaboration, de stratégie de communication, mais c'est des produits qu'ils utilisent vraiment dans la vie. Oui. C'est pas du fake parce que les canapés, ils peuvent pas le bouger 3 fois par jour dans leur maison. Ça reste des produits qu'ils utilisent tous les jours et donc les gens voient l'évolution de leur décoration et ils ont confiance à la marque parce qu'ils disent ok, mais s'ils ont choisi Bobo Chic, c'est pas juste pour une collaboration parce qu'ils vont vraiment vivre avec ces produits-là quotidiennement et c'est aussi un gage de confiance, je pense, pour notre communauté de savoir que les personnes qui suivent et qui les inspirent, font aussi confiance à cette marque. Et je pense qu'il y a l'aspect, notoriété, visibilité, mais également aller rassurer le client à travers l'influence. Ouais, de se dire finalement, si le produit lui plaît, c'est que moi aussi ça peut potentiellement me plaire. Exactement. Parce qu'on a les mêmes goûts, etc. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on sélectionne avec soin, entre guillemets, les personnes avec qui on collabore, en fait, parce qu'on a, comme disait Victoire, c'est vraiment un gage de confiance. Et si on se mettait en fait à travailler avec des profils qui correspondent pas à la marque ou qui sont pas des gens de confiance tout simplement, on se tirerait clairement une balle dans le pied et c'est pour ça qu'on ne se ferme pas à des profils en termes de contenu et de ligne éditoriale de profil, mais par contre on fait très attention à vérifier que l'influenceur ou l'influenceuse est une personne correcte, de confiance, etc. Et justement par rapport à la sélection des créateurs de contenu, je sais que quand on préparait cette interview, vous faisiez ça à la mano. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point en fait qu'est-ce que ça représente finalement l'influence en termes de volume pour vous, combien d'influenceurs par mois, comment vous aviez l'habitude en fait, comment vous aviez l'habitude aussi de collaborer avec ces influenceurs-là et qu'est-ce que vous proposiez finalement à ces influenceurs? Je vais laisser Alice détailler parce que c'est vraiment son expertise, mais d'un point de vue stratégique, je pense on est quand même une marque assez particulière parce que on n'a pas un produit mass market, c'est pas un produit de forte consommation, c'est un produit qu'on va changer tous les 3, 4, 5 ans. Et donc l'approche avec les influenceurs, je pense, c'est complètement différente que peut avoir une marque de cosmétiques, par exemple. Et donc Alice pourra l'expliquer que c'est donc cette approche-là qui est vraiment une force pour nous en fait. Alors je rebondis sur ce que dit Victoire, tout à fait. Et en fait, là où aussi on se différencie donc des marques, que ce soit cosmétiques, mode ou autres, c'est qu'en fait les personnes qui viennent à nous ont un réel besoin. Et c'est là où nous on a cette chance, où en fait je pense que depuis 9 mois, j'ai dû démarcher 4 influenceurs. En fait, vraiment, ils viennent à nous parce qu'ils ont ce besoin. Et donc, en termes de volume, honnêtement, ça varie. C'est pas un chiffre statique, mais je pense que par semaine, je dois recevoir une 50aine de demandes de collaboration. Et c'est là où comme on disait tout à l'heure, en fait, où vraiment il y a un tri qui se fait, une sélection, parce que en fait, on ne veut pas se fermer à certains profils, dans le sens, comme je disais, on peut travailler avec que ce soit des chefs cuistots, des personnes qui sont plus dans la mode, dans le lifestyle, avec un compte très familial, etc. Mais par contre, la ligne directrice et le fil rouge en fait de ces collaborations, c'est vraiment la qualité du contenu et la qualité du profil. Pareil, on se ferme pas à un nombre d'abonnés ou on peut vraiment faire des deals avec des personnes qui ont 15 000 abonnés comme 4 millions sur Instagram, tant que le compte et le contenu et la personne aussi nous plaît et correspond à la marque, c'est important. On y va et après, c'est pour ça qu'aussi on arrive à être sur des profils différents et à se faire connaître en fait de plus en plus de monde parce que on bosse vraiment avec des gens différents, quoi. En termes de réseaux sociaux, sur quels réseaux sociaux vous êtes et comment vous essayez de lier les deux entre l'influence et les réseaux sociaux? En plus, c'est notre équipe qui gère ça, si j'ai bien compris, chez Bobo Chic. Donc, comment vous arrivez à travailler ensemble pour essayer de fitter sur les objectifs que vous avez en interne et aussi des objectifs liés à l'influence?
En fait, on travaille non-stop 7 jours sur 7 avec l'équipe du coup réseaux sociaux parce que comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment un lien très très fort. Et par exemple, si je prends l'exemple d'un jeu concours, par exemple sur Instagram qui va sortir, nous on va prévenir en fait la personne qui gère les réseaux sociaux en amont, on va lui dire voilà tel jour il y aura tel contenu qui va sortir. Puis elle va aussi à côté en fait développer toute une stratégie 360 autour par exemple de ce jeu concours où en fait elle va le développer sur d'autres canaux de communication comme par exemple TikTok ou même YouTube. Et c'est vrai que c'est un travail main dans la main. Tout à fait, oui. En fait, l'influence, les contenus que sort Alice est vraiment entré dans le planning des réseaux sociaux. On communique tout le temps ensemble pour que on sait que s'il y a un réel qui doit sortir mardi, elle va adapter. C'est vraiment intégré à toute la stratégie de Bobo Chic et c'est intégré aussi à une stratégie commerciale où par exemple là on est pendant les soldes d'été et on a eu énormément de contenus réseaux sociaux et d'influence parce que c'est une période forte pour nous. On va vraiment s'adapter à encore une fois tous les pôles de Bobo Chic pour venir soutenir la marque et les événements forts, que ce soit commerciaux ou de notoriété, pour venir encore plus amplifier le message de Bobo Chic. Et même avec, par exemple, moi je sais que je suis beaucoup en contact avec les chefs produits ou les produits du coup qui sont designés en interne et à Paris, où par exemple il va me dire pour le chef produit canapé, il va me dire voilà j'ai ce produit que je souhaiterais mettre en avant. Alors soit on va lancer des campagnes d'influence, on en fait de plus en plus, ou alors si un influenceur ou une influenceuse me dit voilà je sais pas trop quel canapé choisir, qu'est-ce que t'en penses, moi forcément je vais tenter de pousser ce produit-là. Après évidemment si la personne a un autre choix, c'est ça aussi où à Bobo Chic c'est important de le dire, en influence on n'impose rien, on a une sélection de produits, une sélection influence ou des produits qu'on aimerait mettre en avant, mais que ce soit dans le deal, le contenu ou le produit, on va pas l'imposer à la personne. Il faut vraiment que ça fitte avec son ADN, ses envies et forcément en fait parce que si on force une personne, dans tous les cas le rendu sera pas naturel, sera pas joli et en plus c'est dommage parce qu'elle aura un canapé qui lui plaît pas quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais. Non mais ça c'est plein de conseils hyper je trouve instructifs et qui peuvent aussi aider parce que tu vois comme tout à l'heure tu disais que c'est des produits qu'on garde, tu vois, on change pas de canapé tous les 4 matins, là où certaines personnes pourraient trouver ça hyper compliqué parce que c'est cher, parce que c'est cher, c'est relatif en fait, c'est un prix qui est plus, si on compare ça à un produit cosmétique, c'est sûr que c'est plus onéreux. Vous, ça vous pose pas de soucis entre guillemets sur la sélection de produits que vous avez en fonction des prix que vous avez déterminés sur les produits, de les pousser et de vous adapter finalement aux envies des créateurs de contenu et de pouvoir co-créer un contenu avec eux sur un produit en question. Carrément. Et puis c'est vrai qu'il y a des marques qui vont et après c'est entendable bien sûr, mais qui vont vraiment donner à l'influenceur un brief très précis, limite à la seconde, je veux que tu dises ça, il y a tant de secondes où je veux voir la marque, etc. En effet, comme dit Alice, nous on n'est pas du tout comme ça, en tout cas pour l'instant. Je sais pas si ça me l'a changé, mais je pense que c'est une force chez nous et je pense que c'est aussi la bonne relation qu'on a avec tous les talents, les agences, etc. Je pense qu'ils savent aujourd'hui que nous on s'adapte à eux en fait. On est là pour que ça leur plaise, leur intérieur. Donc, en effet, on a une sélection. Il y a des produits qu'on va peut-être un petit peu plus pousser, suivant ce qu'on nous demande de pousser, mais ils vont faire leur sélection. On va vraiment être dans l'échange. Alice, elle a 70 milliards de mails par jour, parce c'est beaucoup d'échanges, en fait. C'est du WhatsApp, du mail, etc., où c'est vraiment, on construit, on t'aide. Ouais. Parfois même, ils nous disent, est-ce que vous pouvez me donner des conseils sur la déco, etc. On va vraiment être dans c'est ça, en fait, du conseil pour les aider. Et ça va créer aussi un contenu qui est hyper authentique parce que de un, je pense qu'ils ont aimé l'échange qu'ils ont eu avec nous qui est hyper humain et concret, et de deux, ils sont super contents des produits parce que c'est réellement ce qu'ils voulaient, c'est pas quelque chose qu'on leur a imposé. Donc ça c'est vraiment super important, je pense, pour nous. Puis il y a l'aspect aussi, comme on est encore une petite boîte comparée à des énormes comme L'Oréal ou où il y a un pôle influence très développé mais qui est qui est moins à taille humaine, où en fait je pense que ce qu'ils apprécient
apprécie aussi chez Bobo Chic, c'est le fait que voilà, on s'appelle tout le temps, moi je suis hyper disponible, on prend le temps voilà d'échanger, comme dit Victoire, de parfois les conseiller, de les rencontrer aussi, donc et ils voient que voilà, il y a un humain derrière un site, une marque, un produit, et ça je pense qu'aussi ça enfin forcément ça leur donne aussi envie de nous le rendre en termes de contenu, et c'est pour ça qu'on a aussi des contenus qualitatifs, et on a été très très rarement déçus d'un contenu, honnêtement, parce que il y a cet échange qui est agréable, et on développe des relations avec eux, et c'est pour ça aussi qu'on peut faire une collaboration une fois, puis après on va la refaire parce que en fait on s'entend trop bien avec eux et ça se passe super bien, quoi. Donc ça c'est hyper agréable, que ce soit pour eux ou pour nous, quoi. Ouais. Et ça c'est aussi quelque chose qui revient de plus en plus, j'ai l'impression, dans l'influence, c'est aussi les collaborations longue durée, de voir voilà, si ça a fité, et en plus ça a super bien performé, de pouvoir retravailler ensemble sur d'autres produits ou sur des rappels, voilà, sur certains produits. Juste avant, je voulais savoir justement comment les créateurs de contenu mettaient en valeur les produits, quel type de format vous avez, est-ce que c'est que du Reels, comment ils vont mettre en valeur les produits Bobo Chic? Ça dépend. On a énormément de formats différents. Ouais, franchement, on se cantonne pas à un format. Une tendance dans la mode, dans la déco, il y a des formats qui. Mais c'est ça en fait aussi, et c'est là où également on retravaille beaucoup avec les réseaux sociaux, c'est qui sont très à l'affût des trends ou de ce qui se passe sur les réseaux, en fait, où on va tenter de suivre forcément ce qui marche à l'instant T, mais après honnêtement on a vraiment 1 milliard de contenus différents, dans le sens ça peut être du Reels, du TikTok, de la story, de la vidéo YouTube, même des stories Snapchat, ou certains comptes récemment on a bossé avec une personne qui avait des stats énormes sur Snapchat. C'est vrai que on l'oublie parfois un peu, mais ça a hyper bien marché. C'est vrai qu'on oublie carrément. Mais ça m'intéresse de savoir justement vos retours sur Snapchat. Petite pause dans cette conversation pour vous parler de Target Corner, la recommandation stratégique dédiée à l'influence. Après tous ces épisodes écoutés, il est temps pour vous de devenir, à votre tour, cette marque à succès. Pour cela, il est important de bien poser les bases de votre stratégie d'influence. Ensemble, on élabore un plan d'action rapide à mettre en place, basé sur une analyse concurrentielle, des pistes créatives, un mapping d'influenceurs, un brief rédigé en seulement 10 jours. Vous êtes concerné si vous n'avez pas les moyens de vous payer une grande agence, mais que vous avez envie de profiter d'une savoir d'une professionnelle, et si vous avez envie d'internaliser l'influence tout en bénéficiant des meilleures approches créatives. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en barre d'infos d'épisode. C'est une réelle opportunité de faire rayonner votre marque auprès de vos publics cibles. Profitez de Target Corner pour développer des stratégies efficaces et adaptées à votre vision de l'influence. Pour garder un suivi hyper personnalisé, seulement 3 places par mois. Réservez vite votre créneau dès maintenant sur Calendly. Parce que on en fait très peu. Non, très peu. Honnêtement, je pense que c'est l'unique exemple que je pourrais te donner. C'est vrai, c'est vrai que oui, c'est l'unique. Mais comment ça s'est passé? Comment vous êtes rencontrés? Comment vous l'avez repéré? Alors en l'occurrence, cette personne, donc elle est venue à nous, comme je te disais, c'est vrai que 98% du temps, c'est les influenceurs et les influenceuses qui viennent à nous. Et donc elle avait un contenu très famille. Elle mettait en avant voilà ses enfants, son mari, etc. Et en fait, donc on a échangé, on a discuté, on a déterminé le produit qu'elle voulait. Voilà. Et donc elle me dit, donc tu veux que ce soit sur quel réseau social le contenu? Je dis bah écoute, moi je te laisse aussi me dire toi ce que t'en penses, dans le sens où si tu me dis que par exemple ton réel il marche mieux que des stories, bah écoute, let's go, et voilà. Et c'est là qu'elle me dit Snapchat. Et c'est vrai qu'au début j'étais un peu en mode bon, j'ai pas trop l'habitude, c'est vrai que moi-même j'utilisais Snapchat il y a très longtemps, mais je l'utilise pas maintenant, je ne suis pas les gens sur Snapchat, etc. Mais c'est vrai qu'on l'oublie, et c'est un gros levier, et en fait elle m'a tout simplement expliqué, et après moi je lui fais confiance, elle me dit que Snapchat ça marche mieux, on reste sur cette confiance, et en effet elle avait raison. Après le contenu a été dupliqué également sur Instagram, mais c'est vrai que sur Snapchat ça a hyper bien performé. En fait elle a fait, c'est comme des stories comme sur Instagram, sauf que là c'était sur Snapchat. Voilà. C'est vrai qu'Alice a dit un truc qui est super important, c'est que parfois, on peut être un peu la tête dans le guidon, on dit je veux vraiment un contenu comme ça. Alors même si, comme on disait, on est assez libre et ouvert sur les contenus, mais parfois on peut être surpris, et comme on est beaucoup dans l'échange où les influenceurs nous disent écoute, franchement, je connais ma communauté, je connais mes performances, je pense que c'est comme ça que ça va marcher. Et de base, si c'était pas vraiment ce qu'on voulait, récemment on a été super surpris d'une vidéo où on avait un petit peu un doute, c'est la vérité. Et ça a été l'influenceuse nous a dit écoute, fais-moi confiance, je sais que sur mon compte ça va marcher. Ça a été la plus grosse vidéo jamais faite en influence.
alors que ça aurait pas été ce que nous on aurait pensé faire, mais en fait elle avait totalement raison, et c'est là où Alice est très forte, il faut le dire, c'est que elle est vachement à l'écoute en fait, et c'est super important, je pense, parce que en fait, c'est leur métier aussi. C'est le nôtre, mais c'est le leur. Et ils savent comment faire des performances, ce qui plaise à leur audience, etc. Et donc, au final, c'est eux qui parlent le mieux de la marque sur leur compte, plutôt que de nous leur dire il faut que tu en parles comme ça, quoi. Ouais, et c'est rare de trouver des marques qui, justement, lâchent un peu du lest sur nos croyances, sur voilà, des choses qui ont déjà peut-être marché ailleurs, mais peut-être qu'avec cette créatrice ou ce créateur, ça va pas trop marcher. Enfin, de trouver des personnes qui écoutent vraiment les créateurs et qui leur disent ok, on tente, et c'est aussi un coup de poker de votre côté. On peut se dire que si on a bien sélectionné les créateurs et les créatrices avec qui on travaille, ça peut que fonctionner après. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de personnes avec qui je suis en discussion qui me disent, c'est super agréable en fait, parce que justement, je rebondis sur ce que tu dis, où en fait, ils ont bossé avec d'autres marques et ils me disent, nous, avec vous, c'est génial parce que justement, vous nous cantonnez pas à quelque chose, vous nous imposez pas de brief. Alors évidemment, il faut qu'ils parlent du produit, qu'on voit bien le produit. Enfin voilà, ça reste l'objectif premier. Mais ils me disent tout le temps, c'est tellement agréable de bosser avec vous parce que justement, vous nous imposez rien, vous nous faites confiance, et ils nous le rendent. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, ils nous le rendent vraiment. Et parfois on va pouvoir dealer, je sais pas, un Reels, et en fait ils vont faire un Reels, 4 stories et un TikTok, mais spontanément et naturellement, parce que il y a cette fluidité dans l'échange, il y a cette limite relation presque amicale en fait, où puis aussi le fait peut-être parce qu'on est jeune et qu'on est accessible et qu'on est sympa, et du coup forcément ça facilite tout, et c'est agréable pour eux, pour nous, et honnêtement c'est vraiment super, c'est trop bien. C'est vraiment super chouette de bosser de cette manière, et ils nous le rendent vraiment foison. Et ça a un deuxième impact, tout ce qu'on fait là, c'est le bouche à oreille. Alors on a déjà beaucoup de demandes, mais le bouche à oreille fait aussi que quand les talents sont contents, qu'ils soient en agence ou qu'ils aient des amis influenceurs, on a des demandes qui disent « Ah, j'ai vu votre collab avec un tel, elle m'a dit que c'était super, j'aimerais collaborer avec vous. » Et en fait, on arrive du coup à débloquer des profils où parfois on se disait « Alors, j'aurais jamais pensé qu'on reçoit un DM de cette personne. » Et si, en fait, parce qu'elle a vu la collab qu'on avait faite, soit elle avait adoré le concept qu'on avait fait, parce que c'est vrai qu'on fait donc des choses assez classiques, donc story, reels, etc. Mais on essaie de plus en plus de développer des concepts avec les influenceurs, des vidéos un peu soit rigolotes, soit un peu dans l'émotion, où ça change un peu de la story habituelle, code promo, etc. Et je pense que ça leur plaît aussi de pouvoir développer un vrai projet avec une marque. Et du coup, c'est vrai que le bouche à oreille fonctionne très très bien chez nous aussi. Ouais, finalement, c'est un peu ça qu'on recherche avec l'influence, oui. Et donc de se dire que c'est directement des créateurs directement qui vous contactent pour travailler avec vous, c'est que ça a une sorte de preuve sociale aussi pour Bobo Chic. Complètement. Et justement, parmi ces concepts nouveaux que vous créez, est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez nous partager, finalement, quand on parle d'humour dans la déco, comment ça se passe, est-ce que ça a un impact aussi sur la sélection des talents avec qui vous travaillez? Alors, on peut en citer, je pense, quelques-uns. Là, on a lancé tout dernièrement, on va lancer, mais on a fait notre premier tournage d'un projet qu'on a pensé avec Victoire et également Laure, qui est responsable des réseaux sociaux chez nous. En fait, c'est un projet d'interview où on se rend chez les talents avec qui on a travaillé. Et en fait, c'est une interview vraiment informelle, j'allais dire, discussion, où en fait la personne vraiment nous ouvre les portes de chez elle, on discute, que ça soit de ses choix de déco, mais pas que, de ses habitudes de vie, qu'est-ce qu'elle aime faire, etc. On met en avant également ses actualités, et ça, par exemple, ce format, il sera destiné à YouTube, par exemple, donc ça change aussi de canaux de communication, et après c'est vrai que sur les autres projets un peu 360, là on aime beaucoup en ce moment faire des projets rénovation surprise, où en fait il y a aussi l'aspect où vraiment on rend content quelqu'un, et ça c'est vraiment chouette de voir ça à la fin,
Et sur la sélection des talents sur les projets que je viens de te citer, oui, on regarde évidemment si la personne en a déjà fait, comment son ADN de son compte, etc. Et c'est vrai que pour le coup, pour ce genre de projet, on aime beaucoup prendre des profils très colorés, très dynamiques, très jovial, très jolis aussi. Et pour l'instant, franchement, les projets qu'on a fait comme ça, ils marchent super bien. Ouais, ça cartonne. Les gens, ils adorent. Et d'ailleurs, ils demandent beaucoup à Alice. Oui. Moi aussi, je vais faire une innovation surprise. Oui. Mais et en plus, effectivement, il y a ce truc où c'est pas forcément pour eux le produit. Donc la communauté, ça leur fait plaisir aussi que, comme dit Alice, de faire plaisir à quelqu'un. Et pour le côté humour, il y a une force aussi qu'on a chez Bobo Chic, c'est l'agilité. Et par exemple, en fait, vu qu'on est 3, on va super vite. C'est l'avantage aussi qu'il n'y a pas besoin d'1 milliard de décisionnaires. Et par exemple, Alice, un lundi matin, elle peut arriver en me disant j'ai vu un TikTok d'une influenceuse, elle trouve que son canapé, il est horrible. 2 heures après, elle l'a contacté, elle a commandé passer le soir et la spontanéité du truc où on va répondre en message en disant ok, t'inquiète, on arrive, on va te sauver. Et on a eu des contenus comme ça qui étaient hyper drôles parce que du coup ça leur fait plaisir et c'est pas forcément des très gros influenceurs à chaque fois, mais c'est ce côté c'est un peu un contenu qui est pas forcément dans notre stratégie, c'était pas du tout écrit, mais on va être spontané, on va le faire et ça fonctionne bien aussi, et c'est marrant et ça nous fait plaisir aussi de le faire. Donc il y a beaucoup de veille, donc j'imagine que vous passez énormément de temps sur les réseaux sociaux pour justement tomber sur potentiellement un créateur, une créatrice qui aurait besoin d'un changement. J'aimerais juste aussi revenir sur les concepts de rénovation, parce que c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup au début, on va dire, de l'influence, où justement il y avait plein de marques qui sponsorisaient des rénovations de maisons, et donc c'était des projets assez de grande envergure. J'ai l'impression que ça revient un petit peu aussi sur des formats peut-être plus snack content, sur des TikTok, sur des justement peut-être aussi des formats plus YouTube, qui est quand même un format assez long. Vous le sentez? Est-ce que c'est en termes de tendance en fait dans des formats sur la déco, sur l'ameublement, la maison? Est-ce qu'il y a des choses que vous ressentez qui reviennent ou qui sont totalement nouvelles aussi? Alors, l'un des contenus qui, je pense, marche depuis des années et qui n'arrêtera pas de marcher, c'est vraiment le avant-après. Ça, les gens, ils adorent. Le côté, t'as ton salon qui est d'une manière et après, tu filmes avec les nouveaux produits. Ça marche toujours et ça a toujours marché. Je pense que ça continuera de marcher. Après, sur les tendances, c'est vrai, sur ce que tu dis, sur les projets de rénovation, ça revient beaucoup. Et du coup, comme on te disait tout à l'heure, c'est vrai que nous, on est en veille constante déjà à titre personnel également, parce qu'on consomme ces réseaux sociaux. Donc, même si le dimanche, on travaille pas, en soi, on est tout le temps, je sais qu'on a toujours en tête, on s'envoie même des TikTok le week-end en mode, regarde, il y a ça, faut qu'on le fasse et tout. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une veille constante, mais on adore ça aussi. Donc c'est super. Sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a quand même 4 grandes formes de contenu, enfin de sujets. Je pense qu'il y a un peu l'humour, la déco, la food et la mode, je dirais. La déco, ça a toujours plu, ça plaît tout le temps. C'est impressionnant le nombre de gens qui déménagent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui déménagent plusieurs fois par an, mais à notre plus grand plaisir. Ouais. Mais tout le monde déménage en fait. Donc du coup, dès qu'il y a déménagement, nous on arrive, on fait coucou, on est là. Dès qu'on voit qu'il y a un influenceur, qui nous plaît bien sûr, où ça rentre dans nos critères, etc. Mais souvent les influenceurs, quand ils annoncent qu'ils déménagent, c'est sûr qu'ils vont faire du contenu déco, déménagement. Et t'as raison, il y a des influenceurs qui de base ne sont pas du tout déco. Je parle par exemple Sunday Jules, des Sullivan, des personnes qui parlent pas forcément déco, c'est pas leur cœur de contenu. Ça cartonne quand ils en parlent en fait. Donc du coup, c'est vrai que c'est devenu, cette année en tout cas, je trouve qu'il y a énormément de contenu déco, déménagement, emménagement, etc. Donc on est super contente. Et j'ai l'impression aussi, c'est même parfois des petits espaces dans la maison, c'est-à-dire le coin café, juste ma salle de bain ou le coin où je me maquille, etc. Et carrément. Ça crée, en fait, on essaie de créer une safe place finalement, et je trouve que ça aussi, ça revient peut-être un peu plus aussi depuis la pandémie, c'est qu'on veut être bien chez soi. Carrément. Et les gens ne lésignent pas sur les petits meubles ou les petits objets qui vont nous aider à être bien. C'est devenu un réel investissement. C'est plus je me meuble parce qu'il faut des meubles, c'est je veux avoir des beaux meubles, t'as raison, je vais être bien chez toi, etc. Et surtout, le canapé, c'est quand même un endroit où t'es censé te sentir vraiment bien dedans, confortable, où voilà, après une journée de travail, tu rentres chez toi, t'es fatigué,
fatigué et t'as juste envie de te mettre dans ton canapé tranquille. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une telle demande aussi, parce que Bobo Chic propose évidemment tout ce qui va être literie, meubles de séjour, des tables, des chaises, etc. Mais le cœur, l'essence même de Bobo Chic, au commencement, c'était le canapé. Et c'est pour ça qu'on a autant de demandes. Et en fait, là où on est assez content aujourd'hui, c'est ce que je disais à Alice tout à l'heure dans la voiture, quand on répétait. Mais en fait, on a l'impression que c'est tout beau, tout rose quand on raconte ça comme ça. C'était pas toujours le cas. Au début, bien sûr, il y a des influenceurs qui nous disaient non, on n'était pas connus, les gens ils voulaient pas travailler avec nous, ça prend du temps, tout ça, forcément. Oui. Et là où on est trop content aujourd'hui, c'est que les gens, ils ont envie d'avoir un canapé de la marque Bobo Chic, ils reconnaissent la marque, ils en parlent, ils aiment la marque au-delà des produits, tu vois, du confort, du tissu, etc. C'est vraiment, ils sont fiers d'avoir un canapé Bobo Chic, alors qu'on n'est pas une marque de luxe, hein, on est une marque qui reste abordable, je dis, en rapport qualité-prix, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Et pour une fabrication européenne, surtout. Pour une fabrication européenne, ça c'est bien de la pratique. C'est important, hein, parce que tu vois des marques carrément. Mais en fait, c'est vrai que les gens, ils sont contents, en fait, ils sont contents d'avoir des produits de la marque Bobo Chic. Ça, je pense que c'est un accomplissement qui a été fait aussi grâce à l'influence, où les influenceurs ont pu dire, bah regardez, chez moi, j'ai ça, quoi. Donc on avait comme objectif aussi, et grâce au levier de l'influence qui a permis en fait d'arriver à cet objectif, c'est vraiment d'avoir des produits identifiables Bobo Chic, notamment je pense à notre collection Cloud qui, à l'heure d'aujourd'hui, vraiment les gens n'ont pas besoin de voir l'étiquette Bobo Chic, savent que c'est un produit Bobo Chic, et ça c'est quand même super chouette. Carrément, parce qu'il faut pas oublier que la marque est pas marquée en gros sur le canapé, donc c'est vrai que c'est important d'être reconnaissable parce que c'est pas comme un t-shirt où t'as la marque qui est floquée devant, quoi. Ça c'est hyper intéressant comme remarque, parce que c'est vrai que pour la notoriété, il faut voir la marque. Et même si on tag sur la story, sur les contenus qui sont créés, il faut que ce soit limite aujourd'hui, j'imagine dans le réflexe des gens, c'est je veux un canapé Bobo Chic. Oui, tout à fait. Super. On a parlé rapidement, là des dispositifs un peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous faites des choses en dehors des réseaux sociaux en termes d'influence? Je pense aux événements. Je sais que vous faites des pop-up. Est-ce que c'est dans cette lignée-là? Comment vous organisez un peu l'influence en dehors des réseaux sociaux, même si j'imagine qu'il y a des contenus qui sont créés sur les réseaux? Effectivement, on a des pop-up. On a fait un tout premier événement influence l'année dernière. C'était notre tout premier aussi pop-up à Paris. C'était un chouette moment de voir les clients en vrai, parce qu'on les a jamais rencontrés. Et à cette occasion, on avait fait une inauguration dans ce pop-up avec pas mal d'influenceurs. Et ça avait cartonné, en fait. Parce que de la même manière qu'on fait nos deals, on les avait approchés de manière hyper naturelle, sincère. Et c'était pas du tout des personnes qui étaient rémunérées pour venir. Et ils étaient venus spontanément, en faisant du contenu spontanément, parce qu'ils aimaient bien être là avec la marque, nous rencontrer aussi, etc. On fait pas énormément d'événements, même si on essaye. Oui, là on en a fait un la semaine dernière à Marseille, parce qu'en fait on a meublé la Friche Belle de Mai. Je sais pas si tu connais, c'est à Marseille, c'est un lieu de vie hyper sympa. Et en fait on a mis notre collection outdoor du coup. Et on s'est dit que c'était la parfaite occasion pour venir rencontrer les créateurs et les créatrices de contenu marseillaises et aux alentours. Et c'était un super moment, honnêtement. C'était trop bien. C'était super chouette, c'était naturel, c'était fluide. Et en fait, c'est vrai que même si on s'appelle, on fait des calls, etc., donc on se voit, il y a quand même une différence de se rencontrer en vrai, forcément. Et c'est super cool d'échanger, de les rencontrer et de discuter de tout. On parle pas que de la marque. Vraiment, il y a aussi le côté aussi perso qui rentre en jeu, et c'était un super événement et tout le monde était super content, et nous aussi, donc honnêtement c'était très chouette. Oui, en plus il y a tout un sujet autour de l'influence locale, de pouvoir aller justement d'éviter d'être parisiano-centré et d'aller vers des influenceurs en province, j'allais dire, même si j'aime pas trop ce mot, ça fait très justement parisiano-centré, mais d'aller à Marseille, d'aller dans des villes, rencontrer justement ces créateurs, ces influenceurs, et de pouvoir peut-être les rencontrer, organiser des choses. Est-ce que ça aussi c'est des choses
j'imagine qui les touche et qui permet aussi de construire des relations plus durables. En fait, ils étaient trop contents qu'il y ait un événement Bobo Chic. Ils nous ont tous dit, mais faites un pop-up ici, ça va cartonner. Et en fait, si on se déplace pas, on se rend pas forcément compte de ce que les gens pensent de nous, etc. Mais carrément, c'est l'objectif. Après, c'est forcément, on est deux sur l'influence, donc c'est difficile d'être sur tous les fronts. Mais je pense que c'est un petit peu l'objectif là sur les prochains mois d'aller plus à leur rencontre, parce que mine de rien, c'est vrai que comme tu disais, comme disait Alice, par exemple, ceux qui travaillent dans la logistique chez nous, ils vont faire des repas, ils vont faire des réunions en physique avec leurs collaborateurs. Nous, c'est un petit peu la même chose finalement. Et sauf qu'on n'a pas forcément le temps de tous les rencontrer, etc. Donc dès qu'on a l'occasion, on le fait. Alice, par exemple, ça lui arrive d'aller même à la livraison des produits pour aller à la rencontre des influenceurs. On essaie, dès qu'on a l'occasion, en tout cas, on essaie de le faire parce que c'est super important. Et je pense aussi ce qui appuie notre volonté de les rencontrer, et même ils se rendent compte en fait à quel point on est déterminé et on s'investit en fait pour eux entre guillemets, parce que notamment tu vois à Marseille là, on s'est réveillé à 5h du matin, on a fait l'aller-retour en 48 heures, même récemment il y a pas longtemps on a fait un projet où on est parti à La Rochelle, on a fait 10 heures de route pour 1 heure de tournage, et ça je pense que ça les touche aussi parce qu'ils se rendent compte à quel point on se dévoue un peu au projet, et à quel point ça nous tient à cœur d'être là, de les rencontrer, d'être là physiquement. Et ça d'ailleurs, chaque projet comme ça où on se déplace, où je vais sur les livraisons, etc., à chaque fois ils me disent c'est génial que vous faites ça, parce qu'une autre marque aurait juste pu envoyer 2 livreurs et le contenu aurait été le même en fait, parce que ça change pas grand chose, mais le fait de se déplacer, de veiller une bonne image, au bon fonctionnement de la livraison, au bon déroulement de tout le projet, je pense que ça les touche, et du coup encore une fois ça renforce en fait notre dévotion. Et puis l'image de marque aussi, in fine, quoi. C'est comme un client qui reçoit sa commande, il est content d'avoir un petit mail après pour savoir si ça s'est bien passé, etc. Nous, c'est la même chose. Donc, on essaie d'y aller un maximum. Très, très intéressant. Si on résumait finalement notre conversation, c'est quoi vos objectifs in fine à la fin du mois? Combien d'activations vous avez envie de mettre en place? Quels sont les sujets sur lesquels vous avez encore besoin d'apprendre plein de choses? Et aussi, peut-être, quels sont les nouveaux leviers qui pourront s'adosser à l'influence plus tard? Comme je te disais tout à l'heure, nous, les objectifs, ils sont assez variés suivant les temporalités dans l'année. Là, on est assez contente parce que là, sur la première partie de l'année, on a eu des très très bons résultats. On est à quasi 86 collaborations depuis le début de l'année, ce qui est assez massif. Même si nous, on veut pas faire de la quantité, mais plus de la qualité. On a tellement de demandes qu'on a envie dès que ça nous plaît, on a envie de dire oui quand même, donc on le fait, mais ça reste un travail qui est très qualitatif. Moi, je dirais que les objectifs sont en train d'être réalisés de ce qu'on s'était fixé en janvier. On a vraiment, avec Alice, retravaillé toute la stratégie de l'influence. On s'est posé, on a dit bon, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Je pense qu'on a un panier en or, mais est-ce qu'on le travaille bien? Est-ce qu'on a les bons messages? Est-ce qu'on communique bien, etc. Donc on a tout reposé et on s'est dit ok, on va faire des deals assez classiques, on va faire des stories, on va faire des réels, j'ai reçu un nouveau canapé, mais on va aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter, et c'est, comme on te disait, développer des concepts. Là, on va sortir, on est en train de travailler sur une co-création avec un influenceur aussi d'un produit. Ça n'a jamais été fait encore chez nous. Je trouve que c'est assez rare aussi dans le domaine de la maison déco. C'est assez rare, oui. Souvent, il y a des co-créations qui sont faites, mais c'est plus des sélections, on va dire, influenceurs, où voilà, voici la sélection d'un tel. Mais là, on parle vraiment d'une vraie co-création où l'influenceur va venir avec nous à l'usine, il choisit la qualité, les couleurs, etc. Donc ça, c'est un tout nouveau projet qui sort. Il y a aussi nous qui nous investissons personnellement sur nos réseaux avec l'influence, avec les interviews du projet qui s'appelle Fait Maison, qui va bientôt sortir. N'hésitez pas à aller voir. Donc ça, c'est vraiment encore une nouvelle chose, parce que là, c'est sur nos réseaux qu'on invite nos influenceurs. On l'a jamais fait encore. Tous les projets surprises, c'est vraiment des vrais tournages. Là, ça va plus loin que la story avec le téléphone. On a des cadreurs, on a des vidéastes, donc c'est des productions, quoi. C'est le step d'après, je pense. Et après, les objectifs, je pense que ça va être aussi plus de rencontres, plus d'événements, et voilà.
Et aussi une question très qui intéresse beaucoup d'auditeurs et auditrices, c'est la question de l'argent. On sait que voilà, les produits Bobo Chic, c'est quand même un certain coût. Dans les collaborations, est-ce que vous faites des collaborations payantes? Comment vous organisez en fait cette partie budget? Comment vous budgétisez finalement votre stratégie d'influence? Alors non, on fait à 99,9% en fait c'est du gifting avec un échange de contenu. On fait pas de paid parce qu'en fait ça rejoint ce qu'on te disait tout à l'heure, c'est qu'on a cette chance où quand les gens nous contactent, en fait ils ont un besoin. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie de changer de canapé ou de meubles ou autre, ou de lit, et en fait ils acceptent tous en fait la collaboration non rémunérée parce que ils ont ce besoin-là, et en plus c'est un produit qui coûte de l'argent de base en fait, et ils le savent, ils ont cette intelligence là où un gift, nous c'est pas gratuit, ça nous coûte ça nous coûte très cher, ça nous coûte cher. Ouais. Et on aime bien aussi le rappeler parfois, où quand je discute avec des personnes où j'ai l'impression qu'ils oublient un peu, ou alors qu'ils s'en rendent moins compte, ou de rappeler que voilà, on a des coûts de production, de fabrication, de livraison, ou évidemment avec les influenceurs et influenceuses, on fait des livraisons premium, donc ça coûte forcément plus d'argent. Enfin voilà, j'essaye de faire un peu un travail pédagogique là-dessus, de leur rappeler que voilà, ça nous coûte de l'argent, et non, du coup, on travaille quasiment jamais en paid. Mais j'imagine que vous, de votre côté, vous avez un certain nombre de produits qui entrent dans la comptabilisation de votre stratégie d'influence, j'imagine. Bien sûr. En fait, on n'a pas un budget... Enfin, en fait, on a un budget influence. C'est juste qui correspond au gifting qu'on envoie. Parce que, tu vois, pour refaire un petit peu la comparaison avec une marque de cosmétiques, envoyer un rouge à lèvres et rémunérer l'influenceur, c'est quasi obligatoire, je pense. Nous, en gifting, sincèrement, ça nous coûte de l'argent. Parce qu'une marge sur un canapé n'est pas le même que sur un vêtement ou que sur un cosmétique. Donc, et c'est là où Alice, effectivement, est très pédagogue là-dessus, parce que c'est pas gratuit d'envoyer un canapé. Oui, toi, tu le reçois gratuitement. Nous, ça ne l'est pas. Et en plus, quand on a un service VIP avec les influenceurs, alors tous les clients sont bien traités chez Bobo Chic, mais c'est vrai qu'on a toujours une attention un petit peu particulière. Donc, ça nous coûte de l'argent aussi d'aller à La Rochelle pour te livrer. Parfois, ils nous demandent d'accélérer parce qu'on a un contenu, on veut qu'il sorte un peu plus rapidement. Ça aussi, ça nous coûte de l'argent, etc. Donc, toute l'expérience n'est pas gratuite. Simplement, oui, on ne va pas débloquer d'argent fixe. Enfin, en tout cas, ils ne vont pas recevoir un chèque de Bobo Chic. Mais moi, je trouve que ça reste rémunéré dans le sens où c'est du gros produit, c'est un gros mobilier, encore une fois. Ils le gardent pendant des années, et je pense qu'ils en ont conscience, et c'est encore une fois une grande chance qu'on a. En proportion, parmi les créateurs de contenu, les influenceurs qui demandent d'être payés en plus par rapport à celle qui comprend finalement que c'est un certain coût pour l'entreprise, tu dirais quoi, toi, Alice? Alors honnêtement, je tiens à mettre en avant ce point, parce qu'en fait récemment il y a eu quand même des nouvelles lois influence, et c'est vrai que ça a changé un peu la donne, où je reçois de plus en plus de demandes où en fait les personnes sont pas de fait contre le gifting en échange de contenu, mais ils me rappellent subtilement et gentiment que du coup avec cette nouvelle loi qui est passée, eux, forcément ils doivent déclarer aux impôts ce gift. Donc je dirais que ces derniers mois j'en ai quand même un peu plus qui tentent le paid, mais honnêtement qui tentent c'est drôle de dire non, mais pas qui tentent, mais qui me demandent en fait du paid. Après voilà, encore une fois, honnêtement, quand je leur explique et que je fais ce travail de pédagogie, de leur expliquer que ça nous coûte de l'argent, je leur explique tout le processus, etc. Ils comprennent, et ça se passe en gifting tout à fait normalement. Mais honnêtement, non, je dirais que c'est à peu près 95% des influenceurs et influenceuses qui comprennent tout à fait que ça nous coûte de l'argent, et qui ne seront pas rémunérés, et qui acceptent et qui honorent le deal la manière la plus correcte. Donc, Et ça nous est arrivé d'avoir un talent qui, par exemple, disait moi, c'est rémunération obligatoire. Et du coup, nous, on gardait nos positions en disant désolé, du coup, ce sera pas avec nous. Qui revenait sur sa décision en disant en fait, je veux vraiment le produit, il me plaît tellement que ok, je peux faire l'impasse sur cette collab-là. Ça arrivait même plusieurs fois. Ouais. Ouais, c'est un peu le style de certains, on va dire. C'est de la négociation, en fait. Ça reste c'est de la des collaborations, c'est de la négociation, c'est du contrat. Enfin, bien sûr, on a l'air très amical, et c'est pas le pays des bisounours non plus. Ça reste un travail, et c'est un échange de collaboration. On offre quelque chose, ils nous offrent quelque chose en échange. C'est du travail.
On va pouvoir passer à la fin de cet épisode et j'aurais bien voulu avoir votre vision sur le futur de l'influence. Quels sont, selon vous, ce qu'on peut attendre de l'influence, comment ça va évoluer. Est-ce qu'on n'est pas dans une période où il y a un essoufflement de l'influence? On peut le lire dans certains magazines, dans certains d'experts qui partagent leur vision. Selon vous, en tant que marque, quelle est votre vision de l'influence, du futur de l'influence? Comme disait tout à l'heure Victoire, je pense qu'en fait l'influence elle est en essor et elle va pas pour l'instant s'essouffler parce que en fait les influenceurs et influenceuses sont devenus les médias d'hier. C'est-à-dire que ils communiquent comme un Parisien, Le Monde peut traiter des sujets d'actualité en l'occurrence, mais on a des influenceurs et influenceuses qui ont une page dédiée à actualité. Et en fait, c'est pour ça que tout maintenant se déroule sur Instagram. Les gens s'informent sur Instagram. Les gens, que ça soit politique, que ça soit tout sujet confondu, s'informent sur Instagram maintenant et regardent Instagram et TikTok, etc. Et je pense que ça va pas pour l'instant s'essouffler parce que ce levier il est en essor et il est maintenant installé aussi et ancré dans la tête des gens que on communique sur Instagram. Ouais, je suis carrément d'accord. Et en fait, il est aussi en perpétuel changement. Avec Alice, on arrive chez Bobo Chic en tant qu'attaché de presse. Aujourd'hui, la presse, c'est très très compliqué. Et puis en réalité, on voit très peu de gratification à énormément travailler dessus parce que les résultats, on va pas se mentir, ils sont en train de plonger. Ils plongent, quoi. Il y a plus trop de résultats. Alors que l'influence, tu vois, on parlait de Snapchat, tout à l'heure. Ok, peut-être que sur Instagram, les gens en ont marre d'avoir que des influenceurs, mais en fait, il y en a d'autres qui arrivent ailleurs, sur Twitch, sur, je sais pas, des Biril, des compagnies. En fait, c'est tellement en évolution tout le temps que je pense que si certains formats d'avant peuvent s'essouffler, il y en a d'autres qui arrivent. Et nous, on le voit aujourd'hui, c'est impressionnant. On va suivre un talent. 3 mois après, c'est plus du tout la même communauté, ça explose tellement vite. Alors ça peut s'essouffler très vite aussi, mais je pense qu'il y a un perpétuel recommencement et une évolution telle que je pense que c'est pas voué à disparaître, pas tout de suite. Et je pense que c'est un vrai levier et de communication et de conversion que les marques, alors peut-être c'est pas adapté à toutes les marques, ça c'est possible. En tout cas pour nous, en réalité, c'est vraiment un levier hyper important de notoriété. Aujourd'hui, sans l'influence, je pense que on n'en serait pas là du tout chez Bobo Chic. Et c'est là où d'ailleurs les 2 fondateurs l'ont très bien compris et ont été avant-gardistes sur ce sujet où directement ils ont attaqué entre guillemets l'influence, là où d'autres marques ont mis plus de temps peut-être à le faire et c'est là où aussi ils nous permettent nous de faire autant de beaux projets, c'est qu'ils nous font confiance et ils savent à quel point ils connaissent la force de l'influence. Oui, ça c'est vrai que je suis d'accord sur les nouveaux formats qui arrivent, les nouveaux réseaux sociaux peut-être aussi. On a vu un peu l'évolution depuis Facebook. On a vu d'autres réseaux qui sont arrivés et ça c'est indéniable. Moi j'ai hâte de voir en tout cas ce que vous allez faire pour la suite. Si vous aviez une collaboration ou un format que vous rêveriez de faire avec Bobo Chic, ce serait lequel? C'est quoi notre rêve? Attends, je sais. En vrai, on a réalisé pas mal de rêves cette année. Ces derniers mois, on a tellement fait de beaux projets et on s'était fixé des objectifs. Moi, quand je suis arrivée en septembre, on s'était fixé des objectifs et en fait, on les a dépassés. Donc, je pense que ce serait peut-être plus sur l'événementiel, faire un très très bel événement. Purement influence. Moi, je dirais ça, je sais pas. Ouais, je rejoins Victoire parce que sinon, en termes de projets influence, on est en train de mettre en place que de belles choses et on arrive à le faire, on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, honnêtement, je dirais pareil, le physique et aller vraiment à la rencontre encore plus de ces personnes-là. Ouais, parce que quand Alice est arrivée, on s'était fait une liste de top influenceurs qu'on aimerait avoir et en se disant c'est impossible. On est en train de cocher chaque case. Donc, franchement, le rêve, ce serait d'avoir le plus beau événement Bobo Chic de l'année. Mais sur le reste, franchement, on est super contente. Ouais. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de succès à toutes les deux pour Bobo Chic et pour vous personnellement. Merci beaucoup de m'avoir accordé cet échange. C'était super intéressant. Et on se dit à très vite sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve sur Instagram et LinkedIn pour continuer la conversation. À mercredi prochain.